disons, du second mandat du président de la République. Et par rapport à ce deuxième mandat, j'espère que les attentes de la population tout entière pour un mieux-être pourraient se réaliser et que dans une sorte de cohésion nationale, de communion, nous arrivons vraiment à relancer le développement de notre pays. Voilà. Cela s'entend votre réflexion de ce jour. Est-ce que vous pouvez livrer votre secret, la réflexion que vous avez à propos de l'avenir du pays? Ma réflexion s'articule autour de ce thème-ci. Est-ce que la province du Kasaï oriental en particulier, et de façon générale l'espace Grand Kasaï, est-ce que cet espace Grand Kasaï est-il un guet-apens? C'est un nom anglais, bien sûr. Guet-apens, c'est-à-dire un piège, ou est-ce que c'est une fenêtre d'espoir pour le développement de notre pays, pour le développement de la communauté nationale, donc de notre nation? Ça, c'est ma préoccupation avec au cours de ce deuxième mandat. Ce deuxième mandat est à la fois un mandat non seulement au niveau national, mais c'est aussi au niveau provincial. Notre gouvernance provinciale aussi est à son deuxième mandat. Et pour moi, je réfléchis à haute voix et je me pose la question, est-ce que nous allons relever le défi ou est-ce que nous constituons un piège pour le développement et de la province et par surcroît de notre pays? Expliquez-nous comment est-ce que cela peut être un piège et comment est-ce que cela peut être un développement au sens réel. Si je réfléchis en termes de piège, voilà, c'est par rapport au contexte local, provincial, et tout ce que nous avons vécu depuis longtemps, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Quand nous voyons un peu l'évolution de la situation socio-économique, politique et culturelle de la province et le rôle que notre province est appelée à jouer, comment est-ce que ce rôle est perçu par nous qui sommes fils et filles de cette province et de l'espace Grand Kasaï? Et je me pose des questions. On avait le mandat de 2019, le premier mandat, et d'après ce que nous avons nous-mêmes qualifié notre mandat, parce que c'est un fils du terroir qui est maintenant aux commandes, ça suscitait beaucoup d'espoir. Et cet espoir, là où ces espérances, est-ce que ces espérances peuvent, disons, nous sommes toujours en train de nous dire, OK, nous allons nous relever, et quel était le rôle que nous avons joué au cours de ce premier mandat, et maintenant au second mandat, nous disons, est-ce que c'est comme ça l'apport de l'espace Grand Kasaï, avec tout ce qu'on a injecté comme ressources pour essayer de relever le niveau de bien-être de notre province et de tout le pays. Nous sommes en train de nous poser la question, quelle est notre place? Est-ce que nous jouons notre rôle comme il faut? Est-ce que ce rôle-là est un rôle qui impulse les développements
Est-ce que c'est un rôle qui retarde ce développement? Est-ce que c'est un rôle qui se joue comme il faut? Et comme il faut, c'est-à-dire, est-ce que le pays peut compter sur cet espace Grand Kasaï? Au vu aussi des événements que nous sommes en train de traverser maintenant, nous pouvons dire, est-ce que le Grand Kasaï a un rôle à jouer dans ce pays? À titre d'exemple, si nous remontons au passé, notre diamant a été un catalyseur, un levier de l'économie nationale. Depuis les temps belges, et nos ressources, notre capital humain a été aussi un levier, un catalyseur. Si nous nous rappelons bien, les colonisateurs ont puisé dans notre espace Grand Kasaï les ressources humaines à même d'aller booster comme levier pour l'économie de l'espace Grand Katanga. Dans les temps, nous étions un grenier aussi du point de vue économique, avec un grenier agricole. C'est nous qui fournissions à cet espace Grand Katanga et par surcroît à d'autres provinces, nous donnions à manger. Et alors nous pouvons dire, est-ce que nous pouvons toujours continuer à jouer ce rôle, à ce double point de vue, rôle socio-économique et rôle aussi dans le cadre du développement, et être le grenier où on venait puiser ces ressources humaines, ce capital humain? Est-ce que nous avons encore des ressources sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour dire le diamant a été à côté du cuivre et du cobalt, cet élément catalyseur, c'est ce levier qui a permis la relance et a permis toute cette infrastructure industrielle au Katanga et du chemin aussi, infrastructure ferroviaire. Donc, est-ce que nous sommes un piège, un guet-apens? Maintenant, dans ce nouveau mandat qui est le nôtre, ou bien nous sommes une fenêtre d'espoir? Voilà autant de questions. En lisant notre histoire, et nous avons cette préoccupation de nous poser des questions. Au vu des événements qui se passent actuellement et que nous pensons aussi ces événements, comment nous allons nous orienter? Est-ce que nous allons jouer en un mot un leadership au niveau national encore avec cet espace du Kasaï oriental et par surcroît du Grand Kasaï? C'est un aspect, vous l'avez dit. Cet autre aspect concerne le développement réel. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que ce développement est réel, palpable, notable aujourd'hui? Cet autre aspect intéresse aussi l'opinion publique, docteur Baliba Nsambouka. Il faudrait voir un peu qu'au vu des événements, nous sommes en droit de nous poser cette question par rapport à notre devenir. Si nous prenons notre gouvernance provinciale, quelle est notre vision? Quelle est la vision que nous avons dans le contexte de ce deuxième mandat? Il y a la vision du chef de l'État, de notre leadership national. Mais comment cette vision nationale s'articule avec la vision provinciale? Et quelle est cette vision provinciale? Nous entendons les cris
de détresse de notre population. Nous mourons de faim, en un mot. Nous ne sommes pas bien, nous mourons de faim. Quand une population dit « nous mourons de faim », traduit tout. C'est-à-dire que ses besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. C'est ce qui ressort de ce deuxième mandat au niveau de notre province, de notre espace. Nous disons nos besoins fondamentaux, droit à une alimentation saine, de bonne qualité, droit à l'éducation de bonne qualité, droit au logement sain, droit à la sécurité et droit à l'accès aux services de base, l'eau, l'électricité. C'est ça qui fait que ce sentiment de la population qui dit non, nous n'avons pas satisfait nos besoins fondamentaux. Alors que le leadership national a injecté des ressources dans notre espace. Mais malgré cette injection de ressources, nous continuons toujours à dire non, nos besoins ne sont pas satisfaits et nous avons vécu on peut dire, dérapages. Il y a eu des dérapages où nous-mêmes nous plaignons à haute voix que ces ressources n'ont pas été utilisées à bon escient. C'est ça nos points d'interrogation. Est-ce qu'en injectant comme ça des ressources telles qu'on l'a fait durant le premier mandat, est-ce que nous pensons que nous offrons un modèle de développement avec une vision qui s'articule avec la vision du leadership national pour impulser le développement de notre province, de notre espace et par ricochet le développement. Est-ce qu'on peut compter sur l'apport du Kasaï oriental? C'est ce que nous ne ressentons pas. Et c'est ce que je dis, attention, ça peut être un guet-apens, un piège. Quel est notre rôle? Quelle est notre vision? Nous avions tous les slogans, chaque fois de dire Bukalenga Bouet, Bukalenga Bouet, Bukalenga Bouet. C'est la province du chef de l'État. C'est la province du chef de l'État. Mais qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pour profiter de Bukalenga Bouetou? C'est la province du chef de l'État, c'est la vision du chef de l'État. Et hélas, les cris de détresse de notre population continuent toujours à se faire entendre. Et on ne sent pas notre rôle. Ce sont les mêmes comportements, les mêmes habitudes qui se perpétuent. C'est pourquoi nous disons attention. Avant, nous qui avons vécu avant l'indépendance, même aux premières heures de notre indépendance, même sous le régime de Mobutu au début, nous étions le grenier agricole. Nous qui vivions au Katanga, nous attendions chaque fois ce que le sol produisait ici au Kasaï. Nous avons le diamant. Vous avez vu comment le diamant était aussi la ressource parmi les ressources premières de notre économie nationale. Aujourd'hui, est-ce que l'année est ainsi? C'est pour cela que nous proposons à la réflexion de notre leadership provincial, notre gouvernance provinciale, quelle est notre vision? Comment articuler? On ne doit plus encore dire la vision du chef de l'État, la vision. Non, notre vision pour s'articuler avec celle du leadership national pour que nous soyons un modèle. Quel est le modèle kassaïen, est-kassaïen, de l'espace kassaïen? À ma connaissance, nous ne sentons pas, nous ne percevons pas ce modèle. C'est là où je dis, attention, ça c'est un guet-apens. Ça c'est un guet-apens. On croit que
en criant du matin au soir, nous sommes une province du chef de l'État, il faut suivre la vision. Au fond, nous sommes en train nous-mêmes de une autosatisfaction qui n'a pas l'impact sur nos besoins fondamentaux, notre vie. Alors ça, c'est la première des choses pour dire, mais comment nous en sortir pour être maintenant une fenêtre de l'espoir? C'est ça ma préoccupation. Et à la lecture de ce qui est en train de se passer maintenant, on voit le groupe d'investisseurs qui tombe, une soixantaine. On a vu des choses pour dire, maintenant nous aurons la cimenterie de Katanda, que même certains fils d'ici récusent le nom de cimenterie de Katanda, prétextant que à cause des troubles ou de l'insécurité socio-culturelle, identitaire qui se vit dans ce coin-là, qui veulent enlever le nom de cimenterie de Katanda. D'autres proposent de cimenterie, je ne sais pas, du Kasaï, ce que j'ai entendu. Mais vous voyez, c'est-à-dire nous rentrons encore dans notre piège. Nous rentrons encore dans notre piège. Alors que la cimenterie, tout comme la minière de Bakwanga, on n'a pas dit minière du Kasaï oriental, on a dit minière de Bakwanga, parce que c'est une fierté pour cette communauté ou bien pour les origines de Bakwanga de donner et à la province et à l'espace Grand Kasaï et au pays cette mine de diamants. C'est une fierté. La minière de Bakwanga, cette exploitation du diamant, disons, elle est fédératrice. Donc tout le monde se reconnaît. C'est chez nous, là-bas. Mais cela ne veut pas dire que, puisque nous disons ces minières de Bakwanga, que ça appartient exclusivement. Non. Nous nous identifions, on va dire, il y a une usine de traitement de diamants, d'exploitation du diamant en République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï, mais le Kasaï oriental, exactement en Mbujimaï, dans le groupe ethnique de Bakwanga. C'est une fierté pour nous tous. Rassembler les fils et les filles de ce groupe ethnique. C'est la même chose pour la cimenterie de Katanda, c'est la même chose pour la cimenterie de Kimpese. Kimpese et Lukala sont contigus, c'est deux cimenteries voisines, mais ils ne se battent pas pour dire que c'est la cimenterie du haut du Congo central. Non, c'est leur fierté. Ils offrent, c'est la cimenterie de Lubudi, au Katanga ou là-bas, je pense. Mais nous sommes fiers de donner au pays. Nous nous identifions, on nous connaît aussi qu'il existe à Katanda ces cimenteries. C'est ça notre piège. Nous commençons à ressusciter les vieux démons. Je dis attention. Il nous faut, peu importe la localisation de l'exploitation d'une ressource minière ou agricole, eh bien, ça va profiter au pays. On va connaître aussi l'existence de ce groupe ethnique. Voilà, c'est ça, et le piège de notre province et de l'espace Kasaï. Et notre piège, qui peut être une fenêtre de l'espoir si on l'exploite comme il faut, c'est au cours de ce forum qui vient de se tenir, toutes les 5, je pense, provinces qui composent l'espace Grand Kasaï se sont réunies ici à Mbujimaï. Mais si on se souvient, il y a peu de temps, en 2015-16, on a fait le démembrement pour nous séparer, en prétextant d'approcher l'administration des administrés. Mais alors que le piège dans lequel nous sommes tombés, ça a été beaucoup plus divisé.
plutôt que disons, l'identité, de croire que l'identification j'appartiens nous a divisé. Le chef de l'État lui-même a dit, puisque tu es de Lualaba, celui est du Haut-Katanga, alors qu'avant on vivait ensemble, donc on ne peut pas vous engager chez nous. Mais c'est la même chose qui s'est passée ici aussi. Donc, au lieu de l'union fait la force, nous sommes tombés dans le piège de encore regarder, par exemple, ce que nous sommes en train de vivre, ce sont les péages. Les péages ne nous unissent pas. Je dois aller ici à Lomami. Vous voyez combien je vais payer le péage 4 fois en aller-retour, alors que nous sommes à 30 km de séparation. Mais c'est dur, c'est ça le piège. Et donc nous devons réfléchir à partir de ces perspectives, par exemple de la cimenterie, de dire, mais nous ne pouvons pas nous développer si nous avons ça, ça et cela, etc. Donc, il y a eu les démembrements, pourvu que le développement industriel que nous voulons amorcer maintenant puisse être repensé autrement. La minière de Bakwanga est tombée en faillite. Nous avons Sassim. Est-ce que Sassim participe au développement de l'espace d'abord Est-Kassaya et puis de l'espace Grand Kassai? C'est ça toutes ces questions. Nous devons tirer des leçons pour dire, non, quelle est notre vision? Qu'est-ce que nous voulons faire du Kassai? Quel est notre rôle que nous devons jouer? C'est pour cela que je parle de ce guet-apens. Je parle aussi pourvu que nous soyons une fenêtre de l'espoir. Mais pour être une fenêtre de l'espoir, il y a des piliers sur les... Voilà. Docteur Baliba Nsambouka, vous avez fait une observation en tant qu'acteur. On ne peut pas même vous qualifier d'observateur, mais vous êtes acteur de ce qu'est l'espace. Il faudrait parler en termes d'espace pour ne pas parler seulement de la province. Certainement que vous avez posé un diagnostic remarquable et vu de tous et par tous. Maintenant, il faut arriver à parler de ces piliers, les piliers sur lesquels l'espace peut se poser pour ne fût-ce que son décollage. Parce que le constat, il est réel, ça se parle un peu partout. C'est cela même qui est à la base de ces forums, sinon congolais. Ça a été dit plusieurs fois. Le chef de l'État lui-même, dans sa vision, il voudrait bien que les choses changent dans l'espace Grand Kassai. Vous parlez des piliers, c'est très intéressant à ce niveau de votre échange, de votre point de presse, qu'on sache quels sont les piliers sur lesquels on peut se poser pour décoller. Voilà. Le premier pilier pour moi, c'est le capital humain. Nous avons toujours été, pour notre nation congolaise, zaïroise, congolaise, le grenier qui fournissait le capital humain dans tous les secteurs. Est-ce que nous sommes encore ce grenier de capital humain, de ressources que le pays a besoin pour booster le développement de cet espace? Ce capital humain peut être investi et s'investir pour nous faire sortir de ce marasme socio-économique. Pour moi, il faut réfléchir sur un système éducatif adapté au contexte. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire il faut dire l'éducation dans le cadre du développement durable. L'Union minière du Haut-Katanga, lorsque voulait développer toutes ces industries, a créé
des écoles professionnelles, partout, dans les sites miniers. Partout, il y avait des écoles professionnelles pour produire la main-d'œuvre qualifiée, de telle sorte que les jeunes gens, filles et garçons qui ne pouvaient pas franchir le niveau primaire ou post-primaire, les 2 ans, étaient immédiatement repris par les écoles professionnelles pour offrir une main-d'œuvre qualifiée à cette industrialisation de la province. Est-ce que notre système éducatif est pensé dans ce sens-là? C'est ça la vision que nous devons avoir. Quel genre de jeunesse nous voulons? Et c'est quel système éducatif? Ça me fait tellement mal quand j'ai vu que l'Institut Mutombo Dikembe a fermé après seulement 1 année ou 2 ans de mise en fonction. Ça fait mal. Pourquoi? Est-ce que Mutombo, c'est un très mauvais exemple pour nous, pour dire, mais la diaspora est venue, a investi dans l'espace Kassaya, là, mais ils ont fermé. Et personne ne se soucie. Nous ne savons pas étudier. Ce n'est pas un bon exemple pour nous. Donc, pour nous, c'est le système éducatif. Quand on parle du système éducatif, ouais, ce n'est pas seulement l'éducation scolaire, non. Regardez ceux qui tiennent, disons, le bien-être, entre parenthèses, de notre population. Ce sont tous ces jeunes gens, diplômés d'université et du secondaire ou pas, qui roulent, qui poussent les sacs de charbon, les sacs de maïs, de manioc, des bidons d'huile, y ajouter aussi les bidons d'alcool du matin au soir qui font cette liaison. Mais c'est une ressource humaine importante. Qu'est-ce que nous pensons, nous, de cette ressource humaine? Comment nous pouvons dire, non, cette ressource humaine-ci, elle est bien encadrée, comment nous allons l'utiliser? Voilà, c'est ça le capital humain. Nous avons le programme de 145 territoires. À côté de ce programme, il y a les Tilé-Gelou, lutte contre les inégalités, etc. Nous pensions que ça allait nous donner beaucoup d'espoir, mais malheureusement, nous avons toujours faim. C'est-à-dire, nous pouvons repenser la priorité avec le capital humain. Comment nous allons faire en sorte? Je suis toujours scandalisé quand je dis un médecin ne peut pas chômer. C'est la ressource qui ne peut pas chômer ici au Kasaï oriental. Je ne fais que répéter ça chaque année. Maintenant, ça fait 17 ans que je suis sur place ici. Je dis non, un médecin ne peut pas chômer au Kasaï. Avez-vous entendu une vision, la politique de ces capitales humains du médecin? Ils chôment aussi, alors que nous avons des populations qui nécessitent vraiment la présence du médecin. C'est ça que je dis, le système éducatif. Mais notre espace Kasaï, c'est un laboratoire. On ne peut plus former de jeunes gens comme si nous étions dans un espace européen, américain ou chinois. Il faut aller vite, certainement, mais il faut produire des gens qui peuvent transformer les milieux dans lesquels nous vivons. Et c'est ça, depuis l'éducation de base primaire et le secondaire et les instituts supérieurs et universitaires. Parce que c'est tout un laboratoire. Est-ce qu'il y a-t-il une réflexion dans ce sens? C'est ça un peu. Vous dites d'ici, il y a Sassim, il y a Minière de Bakwanga, il y a maintenant la perspective de la cimenterie, il y a d'autres petites choses qu'on fabrique. Est-ce que nous connaissons par exemple le nombre d'ingénieurs pour entretenir toute cette infrastructure, construire toute cette infrastructure et de programmes de 145 territoires? Combien d'ingénieurs civils ou bien des mines, tout ça, que nous produisons? Si je pose la question,
à nos universités ici, dans notre espace. Vous pensez fournir, vous avez besoin de combien d'ingénieurs, ne fût-ce que pour ce programme de 145 territoires? Personne ne saura nous répondre. C'est-à-dire, il nous faut réadapter cette vision nationale aux réalités locales de notre espace. En ce moment-là, nous pouvons dire, là, vous allez produire au moins tel profil de capital humain. Là, vous allez produire autant parce que nous allons faire ceci. Vous savez que, je le cite, le professeur Tchianimwa Diambita a élaboré un plan Marshall pour la relève de notre développement au niveau du pays. Puis il a fait des petits plans Marshall aussi pour chaque province, dont le nôtre. Mais voilà, c'est ça que nous pouvons dire. Est-ce que la façon dont nous réfléchissons maintenant peut nous faire sortir du contexte ou du nouveau où nous sommes? C'est ça le premier pilier pour moi, c'est le système éducatif. Il est à repenser et de fond en comble. Pour terminer avec ce système éducatif, oui, j'ai toujours dit non, 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 les examens d'État ne valent plus la peine, etc. Par exemple, en éducation de base, il y a le TENAFEP pour 6e année primaire et les TENOSSP ou quoi pour les 2 années de l'éducation de base secondaire. Ça ne vaut plus la peine, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut produire. Puis il y a les examens d'État, n'en parlons plus. Le contexte de notre pays est tout un autre, il faut repenser. Tenez, lorsque vous allez dans notre espace, 3/4 de ceux qui donnent cours au secondaire, ce sont des D6. Sont des D6. Quittez seulement Moujimaï. Wow. Allez, ce sont des D6. Là, vous parlez de l'intérieur. Oui, de l'espace Kassai ici. Ce sont des D6. C'est seulement certains sites au niveau des chefs-lieux qui sont des gradués, des licenciés. Mais lorsque les résultats des examens d'État sortent, vous allez voir que les réussites sont presque les mêmes, et même dans les milieux ruraux où il y a les D6, il y a les 100%. Mais là où nous avons les licenciés, les gradués, il y a 50-60%. C'est une contradiction, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi je parle du système éducatif. Qu'il faut que la province réfléchisse et prévoit avec nos instituts supérieurs et avec les universités, l'ONEM, l'Office national d'emploi, nous avons besoin de quel type de jeunes d'emploi, quel est le profil. Ça, c'est un deuxième pilier. Vous allez vous étonner, c'est notre culture, notre identité culturelle. Les gens ne perçoivent pas ça. Notre culture est la jumelle de l'éducation scolaire. Parce qu'on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui, appelé. Notre culture nous a donné tout un système de pensée, tout un état d'esprit. C'est ça l'homme kassaïen. C'est ça l'homme kassaïen. Et par sur quoi Louba. C'est notre culture, notre identité culturelle. Mais le contexte dans lequel nous vivons, beaucoup d'événements que nous vivons dans notre espace, ont enlevé le crédit à notre culture. Nous ne nous retrouvons pas. Je ne veux pas énumérer, vous le constatez vous-même. On nous dit, nous nous intégrons, nous nous adaptons à n'importe quel contexte de vie. On va dans n'importe quel pays, vous trouverez que nous sommes là, comme si nous étions les originaires, les natifs. Pourquoi? C'est parce que nous avons un système éducatif
notre culture nous a inculqué une autre façon de penser dans la vie. Ne pas dépendre, ne pas pleurnicher, ne pas dire moi, je vais m'en sortir. Nous partons à l'aventure et nous nous en sortons et nous disons cette culture est en train petit à petit de se fondre dans la masse, ici avec des entités qui doivent jouer un rôle important dans cette culture. Nous ne nous retrouvons pas, la famille ne se retrouve pas les individus. L'exemple dans mon école ici, on me demande, mais pourquoi vous avez intégré, pas intégré, ça existe dans notre programme d'éducation de base, primaire, il y a chant, danse et instruments de musique traditionnels. Pourquoi j'en fais tout un levier d'éducation à côté de l'éducation scolaire? C'est parce qu'il y a tout un autre système d'esprit, de pensée et d'état d'esprit qui a fait que nous soyons cet homme-là qui s'adapte partout et qui a envie de réussir malgré les difficultés. C'est ce que nous appelons, nous avons une culture qui est une ressource de résilience, vous n'en avez pas idée. Imaginez par exemple que nous allons au Katanga malgré tout ce qui s'est passé, mais nous y rentrons. Et c'est nous qui sommes encore au niveau de la productivité, partout. Mais pourquoi? C'est parce que nous avons une référence. Mais si nous perdons ces repères-là, nous ne connaîtrons plus cet homme Kassaya. Mais ça passe par la femme. La femme est la gardienne des traditions. Mais regardez dans notre espace, regardez dans notre espace, point n'est besoin de commencer à décrire la situation de la femme dans notre espace. Ça, c'est le deuxième pilier, notre identité culturelle. Notre identité culturelle, quand Mabika Karanda, en 1963 et 67, a dit la remise en question base de la décolonisation mentale, il a pris comme référence notre repère, notre culture. C'est lui qui a proposé à l'Église catholique et au mouvement populaire de la révolution de Mobutu et le recours à l'authenticité. Mwambongo. Pas maman Dorcas, pas maman Elvine, je dis Mwambongo. Donc vous comprenez? Oui, moi Moujinga. Donc vous comprenez, c'est une référence. Quand je suis avec mes élèves ici, je dis non, restez avec vos noms d'emprunt là-bas, Elvine, Dorcas, Judith, restez chez vous à la maison avec. Ici, vous allez seulement donner votre nom de famille, de votre grand-père, votre grand-mère, de vos parents. C'est tout, il n'y a pas tout ça. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que le promoteur revient là-dessus. C'est parce que nous avons, c'est ça nos repères. C'est ça nos repères. Dans cette école, vous allez dans une classe, il y a au moins la provenance de... Je peux avoir une dizaine d'églises parmi mes élèves dans une classe. Donc vous avez une classe de 40 personnes, 4 sont des églises différentes. Mais, et puis les autres, heureusement que la langue est Chiluba, même ceux qui ne sont pas originaires d'ici, heureusement qu'il y a cette langue qui nous unit. Mais les pratiques deviennent différentes. C'est ça la peur que j'ai. En même temps que j'ai dit, les églises constituent une force, hein, parce que nous sommes, ça il faut reconnaître, une force pour l'éducation spirituelle, morale, éthique de notre jeunesse, en même temps détruisent notre culture. Mais il faut que les universités, justement, les instituts supérieurs, repensent ça. Quelle est la place
de l'Église en majuscule dans le développement de notre province. Et c'est en niant notre culture ou en poussant, en faisant en sorte qu'il y a une promotion de notre culture. Voilà, ça ce sont mes deux piliers. Je dis, tant que nous n'aurons pas cette remise en question du système éducatif, qu'est-ce que nous voulons faire de notre espace Kassai, de l'homme Kassai, enfin l'homme avec majuscule, donc la femme aussi, de notre jeunesse? Nous ne pouvons pas, nous allons naviguer comme ça à vue, nous n'avons pas de repères. C'est ce que je recherche au niveau maintenant de la gouvernance provinciale, du leadership. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez et quels sont les repères? Vous voulez faire de cet espace Kassai quoi? Le Belge avait fait de cet espace Kassai les ressources en capital humain pour le développement des autres provinces telles que les provinces minières du Katanga, a fait de cette province le grenier agricole, agro-pastoral pour nourrir des zones minières. Mais nous, ici, maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? C'est ça que je n'ai pas perçu jusqu'à présent dans tout ce qu'on prévoit comme plan de développement. J'ai dit non. Ils ne nous disent pas exactement ce qu'ils veulent faire de l'homme kassaïen et ce qu'ils veulent faire de la jeunesse kassaïenne, comment ils veulent combattre les choses. Ce n'est pas en reprenant les 6 axes du président de la République, non. Il faut prendre les 6 axes du leadership national, les articuler avec notre propre vision en disant le système éducatif, notre culture doit être le moteur de notre remise en question pour le développement de l'espace de l'homme kassaïen, de la nation congolaise. Pour que les gens nous identifient, qu'ils disent ça, voilà ce qu'ils ont donné au pays. Ça, c'est ma conviction profonde. Je dis, tant qu'on va tourner en rond, vous allez voir, ce sera une étape, ce sera un piège et pas une fenêtre de l'espoir. Merci, docteur Baliban Sambouka, c'est très clair maintenant. Vous avez parlé de notre identité en tant que Kassaïen. Vous avez parlé de ce système éducatif qu'il faut repenser. Mais au même moment, vous parlez de la responsabilité de l'exécutif, parlons en termes l'exécutif au niveau de la province, les gouvernants au niveau de la province, leur part des responsabilités dans la situation que nous traversons aujourd'hui. Mais est-ce que la révisitation du système éducatif, ces réformes-là, est-ce que c'est lié à la responsabilité de la province ou bien c'est un problème qu'il faut remonter au niveau national, docteur? C'est-à-dire... Oui, ce sont des réflexions plus profondes quand même. Absolument. C'est-à-dire au niveau national, on définit. Oui. Je vous donne un exemple tout à fait banal. Je vois l'arrêté du ministre encore actuel qui dit qu'il faut que les parents et chaque élève paye les bulletins. 1000 francs. C'est rien, 1000 francs, bulletin. Pour eux, c'est rien, 1000 francs, bulletin, chaque élève doit payer. Mais nous sommes à l'ère numérique. À quoi va servir ce bulletin? Quel est le rôle du bulletin? Alors que les années antérieures, beaucoup de classes de l'intérieur du pays n'ont pas reçu tous les bulletins. Oui. Parce que ça coûte cher. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que nous payions encore ce bulletin? Il suffit seulement, j'ai vu sur les sites web du ministère de l'Éducation maintenant, je clique, je vois bulletin de l'élève, PDF, en PDF. Mais il suffit seulement de dire, vous déchargez, téléchargez le modèle du bulletin que nous avons posté et vous l'imprimez
est sur place, mais il sera certifié par la division provinciale. Par exemple. C'est tout. Par exemple. C'est tout. Ça ne coûte rien. Nous l'aurons à l'instant même, plutôt que d'amener des tonnes et des tonnes de bulletins qui n'arriveront pas à Lubero là-bas, à Niragongo là-bas, qui n'arriveront pas là, les choses dans le fin fond de notre espace. Donc, c'est pourquoi je dis, mais nous avons des députés, nos représentants, mais on doit leur proposer, dites à ce ministère de cesser cette... ça allait être un gros mot, oui, mais de cesser comment je peux m'exprimer? En tout cas, c'est un problème de gestion. De gestion, j'ai dit non. Nous sommes à l'ère numérique. On n'a pas besoin de nous envoyer ces papiers-là et que les parents payent. Nous allons télécharger nous-mêmes ça sur le site et nos enfants auront ça gratuitement. Parce qu'ils savent que les enfants de l'intérieur n'ont pas ce bulletin-là. C'est ça que je dis. Le ministère de l'Éducation dit, vu la baisse du niveau de rendement et de notre système éducatif, par exemple au secondaire, alors qu'est-ce que le système, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut créer des centres de recyclage de nos élèves. Mais est-ce qu'il faudrait que le niveau provincial attende que le niveau national vienne créer ces centres de recyclage de nos finalistes du secondaire? Il faudrait attendre que le niveau national vienne pour nous dire, identifier les écoles capables de recycler pendant 2 ans tous ces finalistes, disons par exemple en psychopéda, qui peuvent reprendre vraiment nos écoles d'éducation de base de primaire en main. Mais ça ne doit pas attendre. Ça, c'est maintenant notre planification de bas en haut. Le niveau national nous a dit ceci, et nous réfléchissons au niveau national. On nous a dit pas d'école sans banc. Où est-ce que nous en sommes? Ça coûte, ça c'est vraiment une histoire à dormir debout. Par contre, si on nous disait pas d'école sans manuel, alors nous avons proposé que le niveau national, et avec le niveau national, c'est-à-dire et le législatif, et l'exécutif, et la société civile, et la fédération des entreprises et du Kasaï oriental, réfléchir par exemple comment faire en sorte que les manuels soient, et les fournitures soient toujours dans notre province. Mais nous avons proposé l'idée des centrales d'achat, comme nous avons fait dans le système de santé. Oui. À cause de tous ces intrants qui manquaient tout le temps, nous disons non, n'interdisez pas aux écoles, non, ne vendez pas ceci, ne vendez pas, mais vous ne proposez rien. Faites des centrales d'achat. Parce que ça a des numéros de registre, de commerce, etc., reconnus par tous les parents, de sorte que nous allons injecter des fonds là-bas, et puis l'autofinancement. Pourquoi on ne fait pas des centrales d'achat où les écoles peuvent, celles qui peuvent aller acheter les manuels, parce que c'est que la coopération, les différentes coopérations nous ont dotés il y a maintenant 10 ans, 17 ans, depuis que je suis ici, sont tombés en lambeaux, etc. Ouais. Nous n'en avons plus, mais nous ne savons pas où les acheter. Voilà par exemple des actions du niveau provincial. Centrale d'achat, et faire en sorte que nous puissions nous-mêmes aller acheter ces manuels et certaines fournitures à un certain prix, accessible à la population. Est-ce qu'il faut attendre les niveaux nationaux? C'est ce que je suis en train de dire. Il y a une vision nationale, la planification de haut en bas, et nous disons non. Nous allons maintenant proposer aussi la planification de bas en haut. Là où ça va se rencontrer, c'est ça que nous allons exécuter.
nous sommes responsables, nous, de orienter l'implantation, les sites d'implantation de certaines écoles, de certaines structures. Moi, j'aurais dit, voilà les routes des dessertes agricoles, ou les voies des dessertes agricoles qu'il faut aménager à tout prix. Je te fais rire. Ouais. On a aménagé, construit toutes ces belles routes ici à Mbujimaï. Mais va le soir, tu vas voir que les jeunes gens les ont transformés en terrain de football, de basketball. Moi aussi, j'ai joué dans les routes aussi ailleurs. Mais je veux seulement interpeller pour dire ceci. Ouais. Ça, c'est la planification de haut en bas. Mais est-ce que ça nous empêche, nous, de dire, pour que ces routes ici soient rentables, productives, nous, on va voir avec les gens comment implanter des supermarchés le long de ces routes-là, à certains endroits, et désengorger Bakwadianga et Chemis, mettre des restaurants. Il y a des gens de bonne volonté. Est-ce qu'il faut attendre le niveau national pour ça? Regardez, il y a maintenant SNEL avec Toubi, si c'est quoi là, qui nous fournit l'électricité. Oui. Mais moi je dis, mais vous ne devez pas attendre que certains établissements scolaires, des structures de soins viennent vers vous. C'est vous qui devez aller et imposer à ces structures d'être servis les premiers. Mais c'est ça une politique du secteur de distribution de l'électricité. Moi, j'ai vu des gens, je dis, ça vient d'où? On dit, non, la SNEL arrive. Je dis, non, mettez d'abord à l'école. Je n'ai pas pris pour moi, j'ai dit, mettez d'abord à l'école. Mais pourquoi est-ce que j'avais dit, mettez à l'école? C'est parce que j'ai dit, j'ai 500 élèves, enfants qui viennent, ça fait au moins aussi des familles qui vont en profiter. Si vous mettez le courant à l'école, je peux organiser d'autres activités qui feront que mes élèves vont en profiter, de même que pour l'eau. Je dis, pourquoi est-ce que venez vous-même discuter avec les responsables des écoles pour dire, nous allons mettre l'eau à Jurep là-bas ou Fomi, venez mettre l'eau à l'école. Nous allons servir combien de familles? Nous allons diminuer les retards des élèves en classe. Nous allons améliorer la qualité des apprentissages. Est-ce qu'il faut attendre Kinshasa pour ça? Ou bien c'est une réflexion qui doit se mener ici dans notre Parlement, ici provincial, et l'exécutif? Faites une cartographie, approchez, allez visiter ces écoles, ces structures de santé pour dire, vous êtes prioritaires. Nous allons même rabaisser le coût parce qu'en servant seulement ces structures, nous savons qu'autant de familles. Mais je peux organiser ici des études, des élèves qui habitent le coin ici. Je dis, mais entre 18h et 21h, vous pouvez venir à l'école parce qu'il y a le courant. Par exemple. Mais c'est ça, avoir une vision de service, d'élever le niveau de vie de nos populations. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Nous allons payer, nous faisons la file comme tout le monde, nous allons nous bousculer. Moi, j'ai dit non, eux devaient venir avec leur formulaire. C'est comme il y a des agences de crédit ici, mais ils n'attendent pas que nous allons chez eux. Ils font leur marketing, ils vont vers le client. Oui, à la recherche des abonnés. Voilà, les écoles, est-ce que vous êtes intéressés? Vous devez... J'ai dit, mais voilà, c'est ça que je suis en train de dire. On ne va pas attendre que l'initiative soit toujours centrale, nationale. Nous, au niveau local, nous voyons ce que nous propose le niveau central et nous disons, voilà comment nous pouvons le faire, parce que ce n'est pas le niveau central qui viendra dire, donner, brancher toutes les écoles qui peuvent, etc., vu notre contexte socio-économique. Non, c'est nous qui devons faire. Et lorsqu'on va donner l'ordre
à ces structures-là d'offres de services à la population, aux familles, eh bien, vous allez voir, nous allons commencer à dire, OK, nous avons accès à telle structure. C'est ce que je veux dire, qu'il faut une autre remise en question de la mentalité, comment offrir des services à la population, aux familles de notre espace, pour espérer justement ouvrir cette fenêtre d'espoir au lieu de tomber encore dans le piège. De ne pas, et je reviens encore sur cette histoire, oui. Ça doit rester la cimenterie de Katanda, sur leur fierté de ne pas susciter pour rien de conflits inutiles. Voilà. Merci beaucoup, docteur Badiba Nsambouka. Et maintenant, si vous avez été demandé de conclure la communication de ce jour, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, docteur Badiba Nsambouka? Pour que l'espace Grand Kasaï en général et Est Kasaï en particulier ne soit pas un guet-apens, c'est-à-dire un piège pour le développement de notre nation, et que ce soit une fenêtre d'espoir, il faut une remise en question de notre façon de voir, d'entrevoir le développement de cette population, de cet espace. Comment? En s'appuyant sur les deux leviers. Le système éducatif, à la fois scolaire et à la fois nos scolaires, oui. Et notre identité culturelle. De ne pas créer des poches de conflits en voulant, en stigmatisant certaines communautés. Non. Ce que nous allons faire comme développement, chaque entité y participe et est fière d'apporter à la communauté nationale et provinciale son savoir, son savoir-faire, son savoir-être. Voilà ce que je voulais communiquer. Il y a plusieurs approches, mais ici, j'ai tablé seulement sur la réforme pour repenser notre système éducatif en l'adaptant au contexte et notre identité culturelle. Voilà. Merci beaucoup, docteur Badiba Nsambouka, pour cette réflexion très profonde, très importante que nous allons mettre sur la place publique. Et bien sûr qu'il y aura des retombées positives, osons-nous croire. Je crois que ça ne sera pas la première fois. Prochainement, notre porte reste toujours grandement ouverte. En cas de réflexion semblable, nous sommes toujours disposés et disponibles de vous accompagner, d'accompagner la communauté et de participer aussi d'une manière active pour que les choses marchent dans notre province et dans notre espace d'une manière générale. Merci beaucoup. Je vous remercie autant. Voilà. Voilà.